L'adoption de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique sert les intérêts de différentes composantes de la société canadienne de l'époque et de l'Angleterre. Premièrement, ça sert les intérêts de l'Empire, parce que l'Empire veut faire plus de commerce avec l'Asie, de pouvoir traverser le continent nord-américain au moyen d'un chemin de fer, faire transiter des personnes et des marchandises, parce que le transport commercial par l'Europe, c'est une voie qui est beaucoup trop difficile pour l'Angleterre et périlleuse. Deuxièmement, ça sert beaucoup les intérêts de la classe financière britannique. Au début des années 1860, on considère que les colonies en Amérique du Nord coûtent très cher. Il y a des capitaux importants qui sont investis et on craint de plus en plus pour la sécurité de ces placements-là dans le contexte d'une guerre de sécession qui sévit plus au sud. Il y a un autre objectif, c'est de créer une société qui est vraiment britannique, qui est fondée sur l'idéal de la monarchie, qui est beaucoup plus hiérarchisée qu'une société démocratique comme on trouve aux États-Unis. Alors, il y a clairement là, une tentative de création d'une société qui va avoir des valeurs puis une philosophie sociale qui est très différente des États-Unis. Donc, on crée une union fédérale qui est fortement centralisée et où les pouvoirs des provinces sont réduits à selon McDonough, à des pouvoirs d'une municipalité. Ça favorise aussi les gens qui sont impliqués dans l'industrie des chemins de fer, dans les colonies. Alors, une personne comme Georges-Étienne Cartier est favorisé parce que c'est un avocat qui siégeait sur les conseils d'administration de compagnies de chemin de fer. Si on regarde au niveau de la population des colonies impliquées, dans les colonies britanniques en Amérique du Nord, c'est certain qu'évidemment, la création de l'Union fédérale, ça favorise évidemment les anglophones parce que la voix des francophones va être étouffée. George Brown, par exemple, le père de la Confédération, qui était d'origine ontarienne, il va dire on met fin à la domination française. Alors, pour les anglophones, c'est une grande victoire. Ça favorise aussi la minorité anglo-protestante du Québec parce qu'à Londres, on va modifier un élément des résolutions de Québec en ajoutant une clause qui va protéger les droits linguistiques et religieux de cette minorité-là, alors que les minorités canadiennes, françaises et catholiques dans les autres colonies ne seront pas protégées par des dispositions constitutionnelles. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique ne peut vraiment pas être considéré comme une déclaration d'indépendance du Canada pour différentes raisons. Les principaux pères de la Confédération considéraient que c'était pas du tout un mouvement d'indépendance nationale. Au contraire, ils voyaient la création de l'Union fédérale comme une façon de mieux se rattacher à l'Angleterre. John A. Macdonald disait, par exemple, le lien colonial, c'est une chaîne, mais c'est une chaîne en or. Alors, donc c'est ça. Et dans les premières phrases de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est spécifié que c'est la reine qui ratifie un document qui crée cette union fédérale. Alors, on est vraiment loin d'une déclaration d'indépendance.